Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce matin sur les antennes de Radio Grand Lac pour une nouvelle saison de notre émission 100% étudiante en partenariat avec l'INSEC. Et cette émission, comme vous l'avez remarqué, elle a désormais un nom, l'Intégral Jeune. Et pour commencer rapidement, on va faire un petit clin d'œil tout de suite à Pablo et Mathéo qui ont dû laisser leur place cette année pour des raisons professionnelles. Et en tout cas, on leur fait un petit coucou et on leur dit que leur micro est toujours ouvert et qu'ils sont les bienvenus dès qu'ils veulent. Mais rien ne va changer. On va continuer de vous proposer du lourd et ça commence déjà très fort aujourd'hui avec au programme du sport, de jeunes entrepreneurs et des étudiants qui sont impliqués dans la société. Et puis vous aurez aussi le plaisir de retrouver Morgane et Adrien pour leur traditionnelle culture, sport et culture. Et Adrien est déjà en place, il est déjà en plateau. Comment tu vas, Adrien ? Ça va super, et toi, Julien ? Ça va, merci d'être là. Tu vas rester avec nous et puis on va accueillir tout de suite ensemble nos premiers invités, Bastien et Mathis. Ça va les gars, vous êtes en forme aussi ? Salut, ça va ? Salut, ça va super, merci de nous recevoir sur l'émission. C'est avec plaisir, merci d'être venu. Donc vous êtes avec Ambre, c'est la troisième personne qui a créé le projet avec vous, qui n'a pas pu venir ce matin. Mais vous êtes les créateurs de Safart, qui est une émission télé 100% étudiante que vous avez créée de A à Z. Donc avant de parler un petit peu du fond, on va parler de la forme. Vous avez créé un concept qui est complètement innovant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Pour t'expliquer un peu le contexte, déjà, en fait, c'est une émission qu'on a réalisée pendant notre stage de troisième année à l'INSEC. Et en fait, on a voulu innover un peu. On a pris un studio mobile. Donc en fait, c'est une remorque qu'on a aménagée. Et l'idée, c'est de partir à la rencontre des athlètes en station. Et donc, au lieu que ce soit l'athlète qui vient sur un plateau, c'est nous qui nous déplaçons et qui allons voir l'athlète. Et comment justement ils sentent ça, les athlètes ? Parce que d'habitude, en général, il y a les journalistes qui se déplacent vers eux, etc. Mais il n'y a pas vraiment le studio qui va directement aux sportifs sur leur lieu d'entraînement ou sur leur lieu de vie. C'est ce qu'on voulait montrer et transmettre à travers ce studio mobile. Donc c'est le côté, ce qu'on appelle intimiste, c'est vraiment de trouver qu'on soit vraiment direct avec l'invité et qu'il se sente à l'aise dans notre studio, qu'on aille vraiment sur son terrain de jeu et qu'il puisse mettre aussi en avant là où il pratique sa discipline. Et souvent, c'est vrai que ça crée un lien fort parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'il n'a pas l'habitude. En plus, on est assez jeune, donc on essaye d'amener de la dynamique. Donc en général, c'est plutôt apprécié et souvent, ils veulent partir avec nos studios et le garder pour eux. Ouais. C'est clair. Et quelle est vraiment la ligne éditoriale de votre projet ? Est-ce que c'est aller chez le sportif ? Est-ce que c'est se confronter avec eux ? Parce qu'on a vu, Mathis, que tu as fait une vidéo avec Kylian Bron où tu le défies carrément en vélo. Donc, quel est un petit peu l'objectif et la ligne éditoriale de votre projet ? En fait, dans l'émission, il y a 3 parties. Il y a une première partie qui se déroule où c'est vraiment une interview où on apprend sur l'athlète. Ensuite, il y a une deuxième partie qui se déroule où, comme tu as dit, on fait un défi avec l'athlète, où on va pratiquer son sport. Et on retrouve aussi une partie où on va faire une interview chez un équipementier de ce sport pour en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans le sport, de ce qu'il y a des innovations, des équipements, etc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet ? Comment l'idée vous est venue ? Alors, je pense qu'après, on est à tous les 3. Donc, avec Ambre, on a tous les 3 des différentes volontés. Mais au départ, comme l'a dit Mathis, c'était vraiment pour continuer notre parcours à l'INSEC. Donc on a vraiment aussi ce côté entrepreneuriat qu'on aime vraiment bien. L'objectif, c'était vraiment de créer notre projet pour pouvoir vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, faire des choses qui nous tenaient à cœur. Donc vraiment que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vidéo, etc. Et donc on a vraiment voulu, vraiment transmettre notre passion à travers ce projet. Et Mathis, peut-être donner ton avis, mais... Moi, en fait, si tu veux, j'ai déjà depuis 2 ans ma boîte. J'ai lancé une marque de vêtements de sport outdoor. Donc, ça a permis aussi d'avoir les bases sur le projet et donc de soutenir Ambre et Bastien et de leur donner une ligne directement dans le domaine. Et pareil, c'est quelque chose qui est super intéressant. De base, on n'était pas du tout dans ce style-là. On n'aimait pas forcément les cours de journalisme à l'INSEC. Mais on a quand même trouvé quelque chose de super intéressant grâce à Jean-Guillaume Charrier notamment, qui est le producteur de l'émission et qui nous a mis en lien directement avec tous les athlètes, tous les partenaires et c'est super. Et justement, être encadré par Jean-Guillaume Charrier, est-ce que c'est une force aussi pour vous d'avoir tout cet encadrement professionnel autour de vous ? Est-ce que ça vous aide à finalement concrétiser ce projet comme il faut ? Oui, énormément. Hein. Il a énormément de réseau, il a de l'expérience. Il nous permet donc de rencontrer des athlètes. C'est quand même une chance énorme.
Il nous permet donc vraiment, il nous aide tout au long que ce soit dans l'écriture du conducteur au tout début, à vraiment le tournage, le montage, etc. Donc il nous soutient énormément et c'est vrai que c'est une chance énorme. Est-ce que c'est lui qui vous écrit tout ou est-ce que vous amenez quand même votre patte et vos idées? Alors lui, il nous met juste en relation, donc il nous fait part de son réseau. Nous, après, on crée l'émission de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait le conducteur tous ensemble, on fait vraiment absolument toute l'émission. Et c'est nous qui contactons après les athlètes, qui cherchons les partenariats, les sponsors, etc. Ok. Et quand on est étudiant au début, quand on lance son émission, est-ce que j'imagine il y a eu des difficultés? Quelles ont été ces difficultés au début? Donc la première, c'est déjà se lancer en tant qu'étudiant, donc ça peut être tout bête, mais déjà avoir le courage de se lancer. Ensuite, ça va être tout ce qui est l'aspect financier, parce que forcément, ça a un coût. Quand on est étudiant, on sait ce que c'est, c'est difficile. Donc, on a vraiment essayé de travailler ça avec l'INSEC. C'est là-dessus qu'ils nous soutiennent énormément sur l'aspect financier. Ils nous ont vraiment fait confiance et ils nous ont vraiment donné les clés pour réussir et pour pouvoir commencer ce projet. Donc, la première difficulté, ça a été le financement et c'est d'avoir quelque chose de réalisable. Donc, on a travaillé aussi avec Jean-Guillaume qui nous a donc fait des devis, etc. Et donc après, ça va être aussi se faire connaître et avoir des retours, etc. Et le but, c'est vraiment après que les gens regardent notre projet. Et donc là, on a vraiment un travail autour de la com qu'on est actuellement en train de faire déjà depuis qu'on fait tous les jours. Et ça, c'est un gros boulot. Et c'est vrai que c'est difficile de percer avec tout ce qui se fait actuellement. C'est là qu'il y a un vrai enjeu. Mais c'est ce qui nous plaît aussi. Ok. Et justement, tu parles de la diffusion. Où est-ce qu'on peut voir vos émissions? Où est-ce qu'elles sont diffusées? Alors là, l'émission est diffusée en direct sur la chaîne de TV8 Mont-Blanc. Il y a 15 diffusions dans le mois pour chaque épisode. En général, on arrive à peu près à faire un épisode tous les 2 mois. Et ensuite, sur tous nos réseaux, on rediffuse chaque épisode sur nos réseaux et on fait des formats courts sur les différents réseaux sociaux. Ok, le nom, comment il vous est venu, Safart? C'est un nom qui est un peu jeune, qui claque un petit peu. Comment vous est venue l'idée du nom? Alors, c'est un peu du hasard et en même temps, on sait que le fart, entre guillemets, c'est dans le ski. Ça permet de glisser. Donc après, on aimait bien aussi ce côté-là avec le sport qui restait autour du sport. Puis il y a le côté aussi Safart pour commencer un peu la discussion. On aimait bien, ça nous permettait d'avoir un fil conducteur et de le retrouver à chaque début d'émission. Puis ça permet aussi un peu de casser les barrières, de rentrer directement dans le vif du sujet avec de façon un peu plus, on va dire, personnelle et que ça soit un peu plus décontracté. Ok, et comment vous en êtes venu justement à diffuser sur TV8 Mont-Blanc? Est-ce que c'est Jean-Guillaume qui vous a mis en relation avec eux ou est-ce que c'est eux qui sont venus directement vous chercher parce qu'ils étaient intrigués par le projet? Alors pareil, c'est Jean-Guillaume qui nous a mis en relation avec eux et après c'est nous qui sommes allés les voir pour voir comment on allait négocier avec eux, comment ça allait se passer, si on faisait une diffusion, plusieurs diffusions et si on donnait l'émission ou si ils nous la rachetaient, etc. Vas-y Adrien, je crois que Adrien il a une question pour vous, donc vas-y, lance-toi Adrien. C'est ça, j'ai une question un peu plus personnelle. Je voudrais savoir, vous personnellement, quand vous faites vos émissions, qu'est-ce que vous préférez faire le plus? C'est ce moment, comme vous dites, un peu intimiste où il y a l'interview avec les athlètes, ou c'est le moment par exemple où c'est vachement dynamique et là vous pratiquez justement avec ces gars-là? Alors personnellement, donc moi c'est vrai que je m'occupe plus de la partie donc interview intimiste justement. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment en apprendre sur l'invité, discuter avec lui, échanger, même que ce soit aussi sur les côtés off où on apprend des anecdotes un peu plus personnelles, etc. Donc c'est vraiment cet échange humain que j'apprécie beaucoup. Après bien sûr tout ce qui est côté aussi le tournage, la journée en soi parce que souvent c'est sur une journée. C'est quand même on a beaucoup de moments différents, donc que ce soit le côté pratique, mais aussi l'interview. On en apprend plein, c'est très enrichissant. Ouais. Et Mathis, est-ce que toi, t'as... Pour moi, forcément, comme je fais une partie de l'émission qui est la partie pratique, c'est la partie que je préfère. Comme je suis passionné aussi de pas mal de sports outdoor et que j'ai ma marque de vêtements dans ce domaine, c'est super intéressant. J'adore vraiment faire ça. Après, on a tout un travail en amont aussi de l'émission qui se passe. En fait, l'émission, c'est le tournage, c'est sur une journée, comme a dit Bastien. Mais tout le travail en amont, en général, ça se fait sur un mois, voire plus. Donc, c'est super intéressant aussi de faire ça. Mais forcément, dès qu'on arrive sur la journée d'émission, c'est top. Et puis, j'imagine que la télé, ça demande aussi beaucoup d'exigences parce que travailler avec une chaîne de diffusion, ça doit demander beaucoup. Et quels enseignements vous allez en tirer justement de cette exigence et de ces caractéristiques?
Premièrement, déjà, ça nous permet vraiment de travailler sur le côté donc, professionnel, comme on l'a dit, encore une fois, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat, et c'est vraiment de pas être vu que seulement comme des étudiants, mais comme des professionnels qui travaillent dans le secteur du sport, qui travaillent dans l'image, dans la vidéo. Et pour ma petite expérience, moi, c'est vrai que j'ai commencé direct par un direct lors du journal sur TV Mont Blanc, donc c'est vrai que sans aucune expérience de journalisme, c'était assez stressant, etc., mais c'était une très très belle expérience. Donc c'est vrai que c'est exigeant. On essaye après nous, vraiment, on veut faire de la qualité, on veut vraiment transmettre une émission qui est professionnelle et pas juste des étudiants qui ont un projet vidéo et qui s'amusent à faire du tournage dans le sport, par exemple. Et tu parles d'un vrai projet vidéo. Est-ce que du coup vous avez un objectif à long terme? Parce que j'imagine si votre volonté c'est de ne pas faire juste un simple projet vidéo, c'est qu'il y a des idées derrière. Oui, forcément. En fait, l'INSEC a financé les 6 premiers épisodes de Safart. Et donc, les 6 premiers épisodes, c'était l'objectif. Maintenant, l'objectif a changé et c'est de développer l'émission à long terme. Et donc, on arrive sur un moment où on doit créer des activations à vendre pour vendre notre émission et donc financer l'émission à long terme. Et comment vous y êtes pris justement pour aller chercher ces financements? Pour l'instant, on est en train de travailler dessus. Donc, c'est des packs qu'on va vendre à des partenaires. Et donc, dans ces packs, il y aura certaines activations. On pourra coécrire une émission avec un partenaire. On pourra faire avec ses athlètes, vendre les images et le faire passer donc sur la télé. Et donc, tout ça, ça se vend et c'est ce qui va financer notre émission. J'aurais simplement une autre petite question. Est-ce que vous auriez là tout de suite, sachant que vous avez eu un peu des expériences avec tous ces athlètes, une petite anecdote, un petit truc croustillant que vous pourriez nous raconter là tout de suite? Ça peut être dans le dernier épisode, par exemple. Donc on a tourné avec Théo Hotbo, qui est donc un parapentiste. Lui par exemple, c'était la première fois qu'il faisait un interview de sa vie. Et c'est vrai que il s'est confié en mode qu'il était presque plus stressé que nous. Et ça nous permet vraiment de se rendre compte que ça reste un humain, que même s'il a 2 millions de followers sur TikTok, il est comme nous et que juste il peut stresser, il nous a même confié qu'il avait la peur du vide. Donc en faisant du base jump, on se dit comment c'est possible. Donc c'est vrai que voilà, on apprend beaucoup d'anecdotes justement sur ces sportifs et c'est super intéressant et c'est vrai que sans notre projet, on n'aurait jamais pu avoir ce genre de relation avec eux. Et merci en tout cas Mathis et Bastien d'être venus. Juste avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, si vous avez une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, nous annoncer un petit peu où est-ce qu'on peut vous voir? Sur tous les réseaux sociaux, en fait, on a l'émission Safart, donc en général c'est Safart-TV. Pareil, on a la chaîne YouTube où on retrouve tous les épisodes de l'émission et tous nos réseaux, on retrouve tous les formats courts dédiés à l'émission avec les anecdotes et les making-of. Ok, et merci beaucoup d'être passés les gars en tout cas ce matin et puis on vous souhaite bon courage pour la suite en espérant vous voir bientôt sur de grandes chaînes télé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci les gars, merci. Au revoir. Et on va passer tout de suite à la chronique sport. Donc comme on vous l'a dit, Mathéo nous a quittés et c'est maintenant Adrien qui a pris le relais. Donc notre Polo La Science, il va essayer d'apporter un petit peu son regard expert sur la chronique sport et il a apporté un tout nouveau format. Donc on aura des coups de cœur, des coups de gueule, des cartons rouges et on va commencer tout de suite, je crois, avec un coup de chapeau pour un rugbyman portugais du SOC de Chambéry. C'est ça. Il s'appelle Stevie Cerqueira, pardon. Il joue actuellement lors du tournoi pour les dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde à Dubaï avec sa sélection. Avec le Portugal, ils viennent de battre Hong Kong 40-14 et une victoire tonitruante face au Kenya 85-0, 13 essais marqués. Donc là, le Portugal a 10 points dans ce groupe, à égalité avec les États-Unis, et qui donc se prépare à aller jouer ce vendredi pour se qualifier pour cette Coupe du Monde en 2023 chez nous en France. Stevie Cerqueira, l'année dernière, il était plutôt remplaçant à Brive, donc du côté du top 14, et là il se retrouve en national et il vient ici dans ce projet chambérien pour retrouver du rythme, puis surtout le plaisir de jouer et également pour être plus performant avec sa sélection. Donc voilà, Stevie Cerqueira, c'est la belle histoire du moment. Et surtout, il faut rajouter que ce dimanche, le SOC accueille Bourgoin-Jallieu pour un derby extrêmement chaud. Donc ça s'annonce très tendu et pour tous ceux qui peuvent aller voir le match, profitez-en, ça va être génial. Et je crois qu'il y aura du monde au bord de la pelouse. Et je crois que tu as une nouvelle rubrique aussi à nous proposer. Tu fais un petit tour d'horizon des réseaux sociaux et je crois que tu as vu quelque chose de sympa cette semaine. Et oui, c'est vrai. Benoît Cosnefroy, donc le coureur de la formation AG2R de vélo,
vient de nous sortir une blague assez incroyable. En effet, il va se marier et pendant son enterrement de vie de garçon, il a posté sur les réseaux, il est apparu plâtré au bras gauche. Une blague donc, qui est réalisée dans le cadre de cet enterrement de vie de garçon. Il était également accompagné de son coéquipier Aurélien Paré-Peintre. Et on peut dire que là, c'était le gros coup de flip pour la mariée et également pour tous ses sponsors et ses directeurs d'équipe. Mais effectivement, il n'avait absolument rien. C'était simplement la boutade du jour. Alors nous, ça nous fait rire, mais à mon avis, son directeur sportif a dû beaucoup moins rire. Et je crois que tu veux nous parler un petit peu de Coupe de France aussi ? C'est ça, la Coupe de France, pour ce 8e tour, les affiches sont sorties. Donc on va avoir un derby des Pays de Savoie entre Chambéry et le GFA Rumilly-Vallière. Ça disputera ce samedi à 19h. Et également pour le nouveau club de Ligue 2, le FC Annecy, qui ouvrira le bal de ce 8e tour en se déplaçant à Lyon, à la Duchère. Et le vendredi 18 novembre, Et le lendemain, on aura l'autre pensionnat de l'antichambre de l'élite, le JF38 en Ligue 2 qui accueillera Villefranche-Beaujolais samedi à 19 à 15h, pardon. Et toujours dans le foot, mais avec un épisode un peu moins glorieux, je crois que c'est le carton rouge du mois. Et oui, le carton rouge du mois, ce dimanche 6 novembre, on avait un match Ugine-Egbel. Et là, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Une bagarre générale entre joueurs et public s'est déroulée lors d'un match de Senior 2 en départemental 4. Donc la bagarre a éclaté en fin de match avec notamment des spectateurs en possession d'armes blanches. C'est vraiment assez grave ce qui s'est passé. Il y a eu des arrestations justement avec des hommes en possession d'armes blanches. Pour le moment, le club de l'AS Ugine Football nous fait parvenir les informations qui sont dans l'attente des conclusions qui seront tirées par les autorités en charge pour déterminer les responsabilités et les sanctions qui pourront être prises. Ouais, c'est tout ce qu'on déteste voir sur un terrain. On comprend qu'Adrien t'ait voulu mettre la main à la poche sur cet événement. Et pour finir ta belle chronique, on va prendre un petit peu d'altitude et je crois que tu voulais parler du ski alpinisme. C'est ça, et bien là, pour les jours du 25, 26 et 27 novembre, la Coupe du Monde du ski alpinisme aura lieu à Val Thorens. Et alors que les tricolores sont actuellement en stage à Nice, à Tignes, pas à Nice. Non, Nice, c'est un peu trop chaud pour ski, pour ça le va ski. être un peu plus compliqué. C'est ça. Donc le lancement de cette Coupe du Monde aura lieu à Val Thorens, au stade de Yannick Richard, une première dans l'histoire de la station. Le sprint se déroulera le 25 novembre et le relais mixte le samedi 27 et samedi 26 et dimanche 27. Les deux disciplines, elles représentent le ski alpinisme et aux Jeux Olympiques de Cortina également en 2026. Et donc, sur cette Coupe du Monde, on va pouvoir effectivement apprécier nos athlètes savoyards et hauts-savoyards qui performent plutôt bien. On pense notamment à Thierry Galidon, Émilie Harop, Thibaut Anselmet, William Bonmaridion, Xavier Gachet et bien d'autres. Donc, on pourra avoir un œil attentif sur toutes leurs performances pour qu'ils se préparent bien également pour ces prochains Jeux Olympiques. Et super, merci beaucoup Adrien pour ce beau petit coup de projecteur sur le ski alpinisme. Tu restes avec nous en plateau pour le reste de l'émission parce qu'on va accueillir plein de nouveaux invités, ça va pas mal bouger et puis on vous laisse tout de suite avec un petit peu de musique sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Nous sommes de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac pour l'Intégral Jeune. Et pendant cette petite pause musicale, on a une chroniqueuse qui nous a rejoint, c'est Morgane qui fait son grand retour. Comment tu vas Morgane ? Ça va super et toi ? Ça va ? Ouais, ça va super. Et tu restes aussi avec nous, avec Adrien, comme ça on sera tous ensemble sur le plateau pour accueillir notre prochain invité qui est déjà là, c'est Cédric. Cédric, comment tu vas ? Bonjour à tous, très bien, merci de l'invitation. De rien, c'est avec plaisir. Alors Cédric, tu es cofondateur des Coyotes et président aussi de ce club, donc c'est une équipe de basket fauteuil que tu as créée avec ton frère, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et comment t'es venu l'idée avec ton frère de créer cette équipe ? Alors, Coyote, c'est un concept, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. Ça nous est venu avec mon frère parce qu'en fait, on n'a jamais pu faire de sport ensemble parce que moi je suis en fauteuil roulant et lui non. Et on a eu l'occasion de tester le basket fauteuil et on s'est dit là c'est l'occasion de pratiquer un sport ensemble et on s'est dit que ça pouvait concerner pas mal de gens en fait. Donc du coup on a décidé on a eu une petite expérience dans le monde handisport avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc on a décidé de créer notre club, donc les Coyotes, en misant sur l'inclusion des personnes handicapées
par le sport, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Et donc voilà. Et aujourd'hui, dans votre club, donc vous acceptez tout le monde, c'est-à-dire que les personnes valides peuvent venir jouer au basket fauteuil avec des personnes qui sont en situation de handicap. Oui, voilà, en fait, c'est un club sportif où peuvent venir pratiquer des valides et des non-valides. Ce qui n'existe pas, en fait, puisque si on est en fauteuil roulant, on est automatiquement dirigé vers handisport. Donc c'est vrai qu'en termes d'inclusion, on peut faire mieux, je pense. C'est clair. Et donc du coup, à chez les Coyotes, à partir du moment où on est en capacité de faire du sport, donc on peut venir s'inscrire et tout le monde joue ensemble. Et je crois que c'est ce qui fait votre particularité aussi, pour sortir un petit peu de toutes ces institutions. Vous avez fait le choix de ne pas être affilié à aucune fédération et de sortir vraiment de toutes ces institutions. Alors de toute façon, le concept, si on faisait partie d'handisport, il n'aurait aucun sens. Et puis donc du coup, nous voilà, sans fédération, au moins c'est vrai qu'on est autonome, on est indépendant et on peut vraiment développer notre philosophie comme on le veut. Après, c'est vrai que on a quand même comme volonté d'avoir l'agrément jeunesse et sport cette année pour pouvoir être accompagné dans la vie du club. Et vous êtes basé où aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un local ? Est-ce que vous avez un gymnase où vous pouvez vous entraîner ? Vous êtes vraiment basé où ? On est basé sur Saint-Alban-l'Ès. Donc, on a un local exprès pour stocker tout le matériel. Et on a un créneau tous les dimanches soirs de 8h30 à 22h. Et au niveau des licenciés, vous êtes comment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé de venir rejoindre votre club, qui ont décidé de s'essayer aussi à la pratique du basket fauteuil ? Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Alors, ça a tout de suite très très bien fonctionné. Alors, à notre échelle, évidemment, on n'est pas 200 licenciés, mais on est une vingtaine chaque année à peu près, avec des roulements qui se font automatiquement. Donc voilà, pour vous donner un petit pourcentage, on est 3 personnes réellement en fauteuil. Donc c'est vrai que ça intéresse énormément les personnes valides également. Donc c'est un sport qui l'aurait normalement interdit entre guillemets, et nous on a vraiment envie de l'ouvrir à tout le monde et que ça soit vraiment un lieu de partage. Donc voilà. Et tu parles de partage et aussi d'inclusion. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faudrait mettre en place pour justement faire avancer un petit peu les choses ? Alors en fait, nous déjà, le concept d'inclusion, c'est pas un truc qu'on a envie de développer parce que c'est à la mode, etc. C'est vraiment qu'on se rend compte que dans le sport, il n'existe rien du tout, quoi. Et que moi, je pars de mon expérience personnelle concrètement. Si je veux faire du sport avec mes potes ou avec des gens comme tout le monde. Si je prends toujours l'exemple de la culture où quand je vais au cinéma, je vais pas dans un cinéma pour handicapés. Donc j'ai envie de faire du sport normalement dans un univers classique. Et c'est vrai que ça n'existe pas. Donc nous, l'inclusion, elle est vraiment concrète et c'est vraiment dans le sport qu'on a envie de la développer. Donc ce qu'il faudrait mettre en place, on essaye de le faire. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que on a une institution qui est en place et dès qu'on veut créer quelque chose d'un petit peu novateur, c'est compliqué, mais on a bon espoir et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc Et quelles difficultés vous avez pu rencontrer, que ce soit toi ou ton frère au début quand vous vous êtes lancé, parce que tu parles qu'il y a beaucoup de barrières quand on veut créer quelque chose de novateur et qu'on sort un petit peu des cases. Et est-ce que quelles difficultés vous avez rencontrées tout simplement ? Première difficulté, on était très jeunes, on avait 20 et 25 ans. Première difficulté, c'est de tout lancer, parce qu'on part de zéro. On n'a pas de soutien d'une fédération, rien du tout. Le matériel, les fauteuils roulants pour pratiquer du basket coûtent très cher. Il en faut beaucoup. Donc c'est très long d'accumuler le stock. Il a fallu trouver des gens qui nous accompagnaient financièrement et il a fallu trouver une ville qui nous accueillait, qui nous mettait à disposition plein de choses. Donc les premières difficultés, elles sont celles-ci. Et puis après, c'est les difficultés de tout club sportif, d'arriver à faire vivre en faisant venir des adhérents, en trouvant des financements pour faire vivre le club. Et au niveau de l'ambiance sur le parquet, ça se passe comment ? C'est plutôt cool, non ? Oui, on est très très cool. ça reste du loisir. Donc c'est vrai qu'on a une ambiance très détendue. On accepte également vraiment des gens qui ont différents besoins. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont vraiment là pour jouer 2 heures à fond, et puis on a des gens qui sont là pour du lien social et on a un créneau découverte exprès. Donc on essaie vraiment de faire vivre à fond à travers le basket fauteuil. Okay.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent le basket fauteuil ou qui ont rejoint le club, ou est-ce que c'est vraiment réservé encore à une certaine catégorie d'âge ou aux adultes? Non, alors nous, on est à partir de 18 ans pour des raisons d'assurance pour l'instant. Mais non, on a pas mal de jeunes. Ouais, ça marche beaucoup chez les jeunes, le basket fauteuil. On le voit quand on fait des journées avec les scolaires, les centres de jeunesse, etc. Dès le plus jeune âge, c'est un sport qui est très attractif. Et les enfants nous demandent souvent s'ils peuvent venir jouer avec nous. Donc, on réfléchit aussi à ouvrir plus tard peut-être une section jeunesse, mais c'est quelque chose qui nous plairait et qui plairait à beaucoup de gens. Moi, j'aurais une question pour toi. C'est un truc qui me taraude là un petit peu. Entre ton frère et toi, qui c'est qui shoot le mieux à 3 points? À 3 points, je pense que c'est lui. Ah ouais. Ouais. Et dans le reste du jeu, mais il est pas là, donc on pourra dire que je ressens toujours tort. Tu peux te lâcher. Après, on a un petit peu le même poste. On est meneur de jeu tous les deux, donc on se ressemble sur pas mal de points, mais je pense qu'il est un petit peu plus rapide. Et le nom Les Coyotes, comment est-ce que l'idée elle vous est venue d'appeler ce club Les Coyotes? Alors c'est un privé de joke que je développerai pas trop ici. Mais on cherchait un nom d'animal, un petit peu comme la NBA, pour que ça soit un petit peu marquant, pas juste s'appeler le club de basket fauteuil de Saint-Florence. On trouvait ça pas très intéressant. Et le coyote nous est venu parce que c'est vrai que après en faisant des recherches, on s'est rendu compte que c'était un animal assez insaisissable, assez hors des codes. Donc il nous collait parfaitement à la peau, donc on est resté là-dessus. Et tu parlais du développement de ce sport au niveau des jeunes, etc. Est-ce que vous faites aussi des événements pour promouvoir cette pratique et justement essayer d'attirer encore plus de licenciés? Ouais, donc on propose des prestations de services qu'on fait payer justement pour faire vivre le club. On a toujours eu la volonté d'être autonome financièrement et de pas dépendre de subventions. On en a, mais ça représente une petite partie par rapport à nos revenus. Et puis l'objectif, il est aussi de montrer au maximum que le basket fauteuil peut être développé de façon différente. Qui peut être le sport de tout le monde si les gens en ont envie. Donc on fait à peu près 20 dates à l'année, je dirais. Ça varie, mais en moyenne c'est ça. Donc on travaille avec les scolaires, les services jeunesse, on travaille avec la PJJ de Chambéry, d'Annecy, d'Albertville. Également avec les entreprises, on essaye de développer ça parce que c'est vrai qu'on aimerait bien être accompagné par des entreprises un petit peu renommées qui pourraient nous aider. Et puis c'est vrai que c'est un univers adulte et professionnel qu'on n'a encore pas trop exploré. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse grandement et on fait les efforts cette année pour ça. Et au niveau des sponsors, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà décidé de vous donner quelque chose pour justement vous aider à vous développer et développer aussi cette cause? Parce qu'on comprend que c'est une pratique, une discipline sportive, mais il y a tout un enjeu aussi derrière que vous aimeriez développer. Ouais, exactement. Au tout début, on a eu le soutien de la Fondation Orange, qui nous a vraiment lancé de belle manière au tout début de l'aventure. Et après, ça a été surtout du team building avec des entreprises. Donc c'est vrai que c'était sur une journée. Donc on leur proposait une initiation basket fauteuil, on leur expliquait ce qu'on développait. Et ils nous aidaient financièrement à acheter du matériel. Après voilà, on a à la recherche d'autres partenariats, d'autres mécénats pour nous aider. Ouais. Et tu parlais de ton projet que ça demandait un gros investissement. Au niveau du temps aussi, je pense que c'est un gros investissement. Et ton frère et toi, je pense que vous avez aussi un métier à côté. Ton frère, il travaille dans une entreprise de BTP. Ouais, et toi, tu fais du soutien scolaire aussi à côté. Exactement. Est-ce que c'est pas trop dur de mêler vos activités avec le développement de ce club et de ce projet? Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est que du bénévolat. Même on a un bureau associatif où on est 7. Donc tout le monde est bénévole. Donc c'est vrai que c'est sur notre temps libre. Mais c'est compliqué, oui et non, mais je veux dire, quand on est passionné, on trouve tout le temps du temps. Moi, je regarde pas du tout. Moi, tous les jours, c'est Coyote, donc n'importe quel moment de la journée. Donc, j'ai de la chance aussi d'avoir quand même pas mal du temps libre sur les vacances scolaires, etc. Mais on trouve toujours du temps. Et les personnes, entre guillemets, valides, qu'est-ce qu'elles en pensent quand elles se retrouvent sur un fauteuil et qu'elles se mettent à pratiquer sans l'usage de leurs jambes? J'imagine que ça doit leur faire bizarre et ça doit leur changer de leurs habitudes. Alors ouais, après il faudra leur poser la question, mais oui, il y a toujours un petit instant. Alors après, ça dépend des gens. Il y en a, ils se mettent dans un fauteuil, ils sont à l'aise comme s'ils en avaient fait depuis 10 ans. Et puis d'autres où ça va être un petit peu plus long. Mais je crois que c'est surtout de nouvelles sensations ils ont jamais vraiment l'occasion de jouer en fauteuil roulant. Donc c'est ça qui leur plaît. Et je pense que c'est vraiment un gros kiff pour eux.
Et pour rester sur cette notion de sensation, qu'est-ce qui fait la beauté un petit peu de ce sport du basket fauteuil? Ça doit rester quand même une discipline assez physique. Ouais, c'est très physique, très exigeant. Vraiment, le côté très intéressant, c'est qu'on est 5, il faut vraiment jouer en équipe à fond. On doit être très très soudés et jouer vraiment tous ensemble, parce que sinon, si on joue chacun de notre côté, on fait rien du tout. Et les équipes qui performent, c'est les équipes qui sont vraiment qui jouent à 5 et chacun a un rôle défini et où l'équipe est vraiment performante ensemble. Vas-y Adrien, je crois que tu avais une petite question. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un modèle dans le monde du basket professionnel, un gars que tu admires plus que tout, et depuis que tu es tout petit, je sais pas si tu fais du basket depuis que tu es tout petit, mais... Ouais, j'en fais depuis que j'ai 18 ans, ouais. Ok. Donc ça fait un petit moment maintenant. Non, alors j'ai jamais été trop fan de basket, paradoxalement, c'est plutôt le foot. Ah bah en foot, moi je veux bien savoir. En foot, j'en ai plein. Alors je suis fan du Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Aïe. Donc j'en ai plein. Surtout Paoletta, je dirais. Ah Paoletta, ok. Un bel exemple. Et Cédric, merci beaucoup d'être venu ce matin pour partager un petit peu cette expérience et ce beau projet que vous êtes en train de monter avec les Coyotes. Merci. Avant de te laisser partir, pareil que Mathis et Bastien, où est-ce qu'on peut retrouver toute votre actualité? Alors on a une page Facebook et un compte Instagram. Ok, et le nom c'est quoi pour que nos auditeurs puissent s'abonner, aller cliquer? Facebook c'est Coyote, tout simple, et sur Insta c'est Coyote-basket. Ok, et super. Merci beaucoup Cédric d'être passé ce matin et d'avoir donné un petit peu de ton temps. On peut l'applaudir avec plateau. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses à ton frère et toi pour la suite. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite avec Morgane, notre habituelle chroniqueuse culture qui fait son grand retour avec toujours son grand sourire. Alors, heureuse d'être de retour derrière le micro, Morgane. Ah, toujours chaud, tu connais. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors du coup, pour ce début de saison, je me devais de passer la barre très très haute. Du coup, je vous ai déniché plein de petites pépites. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit quiz. Si je te dis, si je te dis un chanteur très populaire, révélé par The Voice en 2014, puis représentant de la France à l'Eurovision en 2016, tu me dis... Amir de mémoire. Il est très fort. Il est vraiment très chaud pour cette nouvelle saison. Et oui, ça sera Amir qui sera présent ce samedi 3 décembre au Phare de Chambéry pour interpréter ses titres phares tels que La Fête, J'ai cherché et plein d'autres titres présents dans son dernier album Rétine. Le samedi 3 décembre, La Fête ne sera pas seulement dans ses titres, mais bel et bien au Phare de Chambéry pour un concert exceptionnel. Et concernant les autres artistes, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, toujours dans la même veine, toujours dans l'émission The Voice, mais cette fois-ci en tant que jury, Vianney sera en concert le jeudi 1er décembre à Annecy pour son dernier album N'attendons pas, avec ses titres déjà cultes tels que Beau Papa, Pour de vrai ou encore Je pars. Alors là, vraiment pas d'excuses, tout le monde connaît les titres, donc le jeudi 1er décembre, je veux voir tout le monde en direction d'Annecy pour un énorme show. Et on ira tous ensemble, on emmènera sur l'équipe de la radio, ça sera sympa, oui, j'y serai sûrement. Et nouvelle année rime aussi avec nouvelle rubrique, comme Adrien l'a fait, c'est l'heure de ton coup de cœur. Et oui, chacun trouvera son bonheur dans les sorties d'albums de ce mois de novembre. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du rock, de la pop, du jazz, mais aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur le dernier album de Slimane qui s'intitule Chronique d'un Cupidon. Bon, après le succès colossal de Versus, son album en collaboration avec Vita, Slimane prend son envol et revient en solo pour un album de 19 titres. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil, vous allez passer par toutes les émotions. Vraiment, c'est un gros coup de cœur du mois de novembre. Et Adrien, je crois que toi aussi, tu as eu un petit coup de cœur musical ce mois-ci. C'est ça, depuis la rentrée, moi j'écoute beaucoup le dernier album de Coldplay, Music of the Sphere. Moi je voudrais savoir ce que t'en as pensé. Alors j'ai pas tout écouté, pour être tout à fait honnête, mais vraiment très cool, même j'avais vu leur concert à Paris et ça paraissait fou, donc vraiment très très cool. Et toi Adrien, ton avis? Parce que tu demandes à Morgane, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime beaucoup. En plus, ils ont des super feats dans ce dernier album. Coldplay, c'est la référence, la valeur sûre. Et là, sur cet album-là, c'est encore une fois la joie de vivre, l'inclusion, la paix dans le monde. C'est du Coldplay, quoi. Et merci Adrien. Merci aussi à Morgane pour cette chronique culture encore haute en couleur. Et puis, pour te faire plaisir, on va se mettre le dernier single de Slimane, Les Amants de la Colline. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. L'Intégral Jeune est de retour sur les antennes de Radio Grand Lac sur le canal 92.1 et on se retrouve tout de suite. Je suis toujours avec Adrien.
Adrien, toujours en forme, ça va, tu tiens le coup? Sur cette première, franchement, c'est incroyable. Hein. En fait, du sport bolo, on s'éclate. Il y a des super invités. Franchement, trop content d'être là. Et on va enchaîner tout de suite avec Grégoire. Grégoire, comment tu vas? Pas trop stressé? Je te sens un petit peu... Bah écoute, la montre elle dit que les BPM ça tape, mais on va essayer de faire de son mieux. Alors Grégoire, il est pompier volontaire à la caserne de Salange, donc les BPM ça lui parle. Pas de garde aujourd'hui, j'espère que t'es venu serein. Non, ça va, aujourd'hui il y avait des S de droit, on est sur autre chose. Donc pas la même pression. Non, c'est sûr. Alors depuis quand est-ce que tu es pompier volontaire, Grégoire? Bah écoute, ça va faire maintenant, enfin là cet hiver, 3 ans voilà, que je suis pompier volontaire. Et avant ça, j'étais pendant 4 ans jeune sapeur-pompier volontaire, donc depuis l'âge de mes 13 ans. Et pourquoi avoir fait le choix de s'engager aussi jeune? Eh ben écoute, au début quand on est jeune, je pense pas qu'on le choisisse vraiment, parce que quand on est petit, voilà, les pompiers comme d'autres métiers, c'est un petit peu un rêve en fait. On les regarde, on les voit passer en rouge là, avec leur gyrophare, éteindre des feux, tout ça, c'est un petit peu des choses qui nous donnent des étoiles dans les yeux. Donc au début, tu le choisis pas vraiment, c'est juste un kiff et tu y vas quoi. Et ça consiste en quoi? Quelles sont tes missions au quotidien? Eh ben écoute, on a différentes missions en fait. On s'occupe principalement de secours à personne en fait. En réalité, beaucoup d'ambulances. Voilà, s'occuper des gens qui font des malaises ou qui se cassent des parties du corps. Après, des choses qui arrivent un petit peu moins souvent, mais qui sont néanmoins, pour ma part, je trouve plus intéressantes. Tout l'aspect incendie, voilà, que ce soit des fuites de gaz dans des immeubles, tout ce genre de choses. Et après, il y a encore d'autres formations que je n'ai pas faites, mais comme le secours routier, voilà, des désincarcérations, des choses comme ça. Là, tu nous as fait un petit panel un petit peu de toutes les interventions auxquelles tu es confronté. Toi, c'est quoi ce que tu préfères? Tu préfères intervenir sur quoi? Moi, je préfère les incendies quand même. Avec notre gros camion là, c'est cool. Franchement, moi, j'aime beaucoup toute la pression qu'il y a autour. Après, c'est une pression différente parce que le secours à personne, t'as vraiment entre guillemets une vie entre les mains, alors qu'un feu, ça reste quand même différent. C'est pour la plupart du temps matériel et l'adrénaline est beaucoup plus forte, je trouve. Et pour rebondir sur cette adrénaline, est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'es engagé pour un petit peu sortir de ta zone de confort? Oui, c'est sûr. Globalement, que ce soit dans les interventions ou même en dehors des interventions dans la caserne, voilà, les pompiers, c'est une atmosphère, c'est quelque chose de vraiment particulier. Voilà, c'est aussi une famille, c'est des choses vraiment géniales. Et oui, dans les interventions, découvrir de nouvelles choses, avoir de nouvelles connaissances. Et tout ça, dans la vitesse, dans la rapidité d'exécution, voilà, avec l'adrénaline, c'est tout simplement énorme. Et pour parler un peu plus de la formation, comment est-ce que tu as fait pour t'engager? Est-ce qu'il y a un parcours spécial? Toi, tu es passé par les jeunes sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il y a une autre voie ou est-ce qu'on est obligé de forcément rentrer dans cette branche-là? Non, vous n'êtes pas obligé. Enfin, t'es pas obligé de passer forcément par les jeunes sapeurs-pompiers. En fait, toute personne, on va dire, comme nous tous, en fait, on va dire lambda, peut devenir sapeur-pompier volontaire. En fait, il suffit juste de vous rapprocher de la caserne de votre coin, d'aller discuter avec les chefs, les représentants de la caserne, et ensuite ils vont tout vous expliquer. Vous allez passer des petits entretiens, et après ils vont vous mettre dans la boucle pour faire toutes les formations, et ce sera parti, quoi. Après, les formations sont un petit peu longues, mais une fois que vous êtes dans la boucle, c'est juste du kiff. Et tu parles des pompiers qui vont mettre dans la boucle. Comment est-ce que les jeunes sont accueillis par les pompiers qui ont un peu plus d'expérience? Eh ben écoute, franchement bien, parce qu'on les prend sous notre aile, enfin on les prend. Moi j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais on est pris sous les ailes des plus vieux forcément, et ceux qui ont le plus d'expérience, donc ils nous apprennent énormément de choses. Surtout que nous, entre guillemets, c'est un petit peu plus facile en termes de tout le matériel qu'on a, toute la technologie qu'on a, même dans les pompiers. Maintenant, c'est facile. Il y en a, ils ont 30 ans d'expérience dans les pompiers. Et c'est sûr qu'avant, c'était pas la même chose quand fallait escalader, des façades avec des échelles en bois. Aujourd'hui, c'est pas pareil. On a toute une sécurité. Et eux, ils ont un savoir incroyable, de par toute leur expérience. Et donc, ils nous prennent sous leur aile. Ils nous expliquent plein de choses et nous apprennent plein de choses. La transmission, quand on est sapeur-pompier, c'est essentiel aussi pour que la profession elle perdure et que la qualité des interventions aussi soit toujours la même. Oui, bien sûr, surtout que c'est des métiers comme d'autres métiers dans les hôpitaux qui se perdent un petit peu, qu'on a besoin de plus en plus de gens et malheureusement on en a de moins en moins. Donc c'est sûr que tout ce qui est recrutement, tout ça, c'est une partie importante. Et donc forcément, si t'apprends pas aux plus jeunes, il y aura personne pour te remplacer dans le futur et ça reste quand même super important. Et est-ce que les pompiers entre guillemets aguerris, ils accueillent ils sont contents de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent et qui s'engagent avec eux à leur côté?
Bah, globalement oui, parce que même voilà, ça fait de la jeunesse, ça fait des nouvelles idées, ça fait des nouvelles choses à découvrir, même à partager en termes de cohésion d'équipe en fait, en dehors des interventions, et tout le monde est content de discuter avec tout le monde en fait, vieux, jeune. Et moi, j'aurais une question pour toi. J'imagine qu'il y a énormément de pompiers volontaires un peu partout, mais est-ce qu'il y en a réellement beaucoup après qui font la transition vers le fait d'être pompier professionnel, justement, que ça devienne le métier? Alors en réalité, c'est pas vraiment une transition, parce que si tu veux faire pompier professionnel, en fait, tu commences, alors je vais pas dire rarement, mais en général, si tu sais que tu veux faire ça, tu te plonges directement dans les examens en fait professionnels. Et volontaire, c'est juste voilà, un petit peu une passion, et que tu veux pas forcément faire un métier parce que tu as d'autres choses à côté. Mais oui, si tu sais que tu veux faire professionnel, tu passes directement par les parcours professionnels en fait. Et avec ces quelques années d'expérience que tu as chez les pompiers, quel bilan tu peux faire au niveau personnel? Eh ben écoute, j'étais pas là, donc il y a 10 ans en arrière par exemple, mais de ce que j'ai compris, il y a une diversité qui s'est effectuée au niveau des sexes déjà. Donc ça, c'est quelque chose de très important et de très intéressant aussi. On a de plus en plus de femmes qui viennent et qui deviennent pompiers volontaires ou même professionnels en général. Et donc cette diversité, elle est intéressante dans les interventions, parce que voilà, les femmes, elles seront plus réfléchies, les hommes, ils seront peut-être plus tête baissée à foncer dans le tas. Et le mix des deux, c'est tout simplement super important en intervention. Et voilà. Et toi, plus précisément, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement dans ton caractère, dans ton mode de vie, dans ton quotidien? Ça m'a apporté une espèce probablement de confiance en soi. Après, également au point de vue physique, voilà, ça reste quand même des choses. Voilà, on s'entraîne pas mal. Et donc forcément physiquement ça augmente voilà notre confiance en nous, mais aussi nos capacités. Après forcément dans l'éducation, quand tu commences jeune, voilà, ça force, t'apprends le respect, t'apprends la hiérarchie, t'apprends l'esprit de groupe, l'esprit de corps, et voilà, c'est des valeurs qu'on retrouve notamment dans le sport, ou voilà, vraiment des valeurs importantes dans la citoyenneté quoi. Et est-ce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'important, parce que quand on est confronté à un incident, et j'imagine qu'il n'y a pas de place pour le doute le jour J? Oui, bien sûr, de toute façon, le jour J, c'est sûr qu'il faut être sûr de soi. T'as pas le temps de forcément réfléchir à telle ou telle solution pour éteindre le feu, en fait. Faut y aller, et voilà. Après, de toute façon, t'as des chefs au-dessus de toi qui vont globalement te guider pendant l'intervention, mais t'es quand même c'est toi qui es face aux flammes, c'est toi qui es avec ta lance. Donc, c'est vrai que si tu doutes, t'es mort, quoi. Donc voilà, faut pas forcément douter, il faut être sûr de soi. Après, la confiance en soi, c'est relatif, parce que voilà, j'ai confiance en moi sur certaines choses, mais pas forcément sur d'autres, donc tout est relatif. Et quand on est jeune, qu'on a 20 ou 21 ans, et qu'on voit des incidents peut-être des fois horribles, puis on en parlera un petit peu après si tu as des anecdotes à nous partager, comment on fait pour se blinder et rester un petit peu de marbre face à certaines situations qui sont très dures? Eh ben écoute, sur le moment de l'intervention, en fait, tu réfléchis pas forcément, t'es dans ton truc, en fait, tu penses pas, t'es juste là pour aider la personne ou aider sa famille, ou voilà, t'es dans l'action, tu réfléchis pas. Mais sur les grosses interventions, des trucs, sur des choses importantes qui se passent, on fait souvent un débrief avec toute l'équipe en retour de caserne, voilà, autour du repas ou dans un moment calme. Après, pour vraiment les trucs un petit peu plus hard, souvent il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place. Alors moi j'ai jamais été confronté à ça encore, mais voilà, il y a des choses comme probablement on a pu voir à Paris quand il y a eu des attentats, forcément il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place. Enfin, t'es obligé, sinon c'est pas tenable, quoi. Et est-ce qu'ils vous préparent dans la formation à justement être confronté à ce type de situation et à voir des choses qui sortent de l'ordinaire? À vrai dire, pas. Enfin, on est préparé à intervenir sur tout type d'intervention, bien sûr, à résoudre n'importe quel problème et à trouver des solutions à chaque blessure, à chaque défi qui se présente. Après, du moment qu'on l'a pas vécu, personne peut nous préparer réellement, et même nous, on peut pas se préparer réellement à quelle sera notre réaction, quelle sera voilà les images qu'on aura en tête ensuite ou quoi que ce soit. On peut pas se préparer à ça. Et toi, tu es dans la caserne de Salange, comme on le disait. C'est une caserne qui est un peu plus située à la montagne. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Est-ce qu'il faut avoir une certaine maîtrise du ski ou d'alpinisme pour pouvoir intervenir en montagne? Est-ce que c'est des critères qui demandent en plus dans les casernes, ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil?
Non, c'est globalement pour tout le monde pareil. Après, en fonction du... Au niveau de la montagne, forcément, on aura des hélicoptères, des choses comme ça, mais ça sera pas au niveau des pompiers volontaires. Après, ensuite, forcément, dans les stations, il y a des véhicules qui sont adaptés à l'accès aux stations, en fait, avec des véhicules spécifiques, avec des chenilles ou des choses comme ça. Mais sinon, globalement, pas forcément. Après, c'est plus des spécialités que tu développes au fur et à mesure en passant des formations vraiment spécifiques, qui sont réservées aux volontaires, mais aussi aux professionnels, comme par exemple quand tu as des lacs, avoir le permis bateau, faire de la plongée, ça c'est vraiment des choses spécifiques, mais il n'y a pas vraiment de choses comme ça pour la montagne. Ok, merci Grégoire. Et je crois qu'il y a nos auditeurs qui nous ont posé des questions. Donc pour te les relayer, on va accueillir tout de suite Inès, notre community manager. Donc qui de mieux que notre community manager pour relayer les questions sur les réseaux sociaux. Inès, comment tu vas? Ça va? Ça va super, et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs ont envie de savoir sur Grégoire? Écoute, alors il y a eu plusieurs questions qui sont ressorties, mais on a entre guillemets tiré 3 qui étaient plutôt pas mal. Alors la première, c'est Laurine qui demande ton expérience la plus marquante. Oh là là, je savais pas que j'avais autant de fans. Écoute, mon expérience la plus marquante, elle est pas forcément joyeuse. En fait, c'est de se rendre compte parfois de l'égoïsme des gens. Voilà, quand il y a une intervention, qu'il y a quelqu'un, comme un exemple, quelqu'un qui a fait un malaise dans sa voiture, qui s'est retrouvé sur le côté, la voiture qui s'est retrouvée sur le côté, les personnes sont passées pendant près de 20 minutes à côté sans ne jamais appeler les pompiers. Et ça aurait pu ne pas être grave, malheureusement ça l'a été. Et voilà, peut-être si on avait intervenu beaucoup plus tôt, on aurait pu peut-être sauver cette personne. Mais voilà, franchement sur une route, le samedi matin, il y a quand même assez de monde qui passe, à côté des habitations, une voiture qui se retourne, ça s'entend. C'est sûr, c'est compréhensible. Sinon j'ai Mathilde, donc rien à voir, qui demande: est-ce que l'uniforme séduit les femmes? Rien à voir. Je sais pas, faudrait demander aux femmes. Moi, je sais pas. Moi, je m'occupe pas de ce genre de choses. Moi, j'ai ma copine, je l'aime. Il y a aucun souci là-dessus. T'as pas eu de petits retours depuis que t'es devenu pompier, 2-3 qui t'ont vu sur des interventions, des petits messages, non? Non, pas spécialement. Je sais qu'elle aime bien. Après, c'est tout ce qui m'importe, moi. Ok, ça me va alors, pas de souci. Autre question, Louison qui demande: quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient, comme toi, s'engager? Pas facile, celle-là. C'est de croire en eux, c'est de croire en leur rêve, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, parfois c'est un rêve de gosse, c'est un petit peu quelque chose qui nous fait briller les yeux. Donc c'est de croire en eux, de découvrir, de voir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, tant pis, il y a pas d'obligation, il y a rien. Et de se donner à fond si t'en as vraiment envie, et puis voilà, si tu te donnes à fond, il y a pas de raison que t'échoues, donc fonce. Et toi, comment tu as découvert les pompiers volontaires et comment tu as découvert que tu pouvais t'engager? Écoute, moi j'habite sur les hauteurs de Salange, donc c'est quelqu'un qui nous distribue les calendriers qu'on connaît bien, qui depuis assez petit me tenait avec ça. Et à force d'en entendre parler, je me suis renseigné et puis je suis parti. Super. En tout cas, merci Inès d'avoir relayé ces informations, ces questions de nos éditeurs plutôt. Grégoire, merci d'y avoir répondu. Merci à vous. Il va falloir un agent pour t'épauler maintenant avec tous les fans que tu as fait. J'ai un copain, pas pour ça. Et j'avais une autre question. Les pompiers, c'est bien, ils sauvent des vies, mais on sait qu'ils aiment bien aussi profiter de la vie. Et je crois qu'il y a un bel événement qui se profile le 4 décembre. Alors oui, le 4 décembre, c'est la fête des pompiers, c'est la Sainte Barbe, donc c'est la sainte patronne des pompiers. Et donc toutes les années, on la fête autour d'une seule bière, si on n'est pas de garde. Évidemment, on fait pas les fous. Et voilà, on rigole, on s'amuse, on mange, on boit quelques canons et on passe un bon moment avant les fêtes de Noël. Et toi, j'imagine que tu y seras. Bien sûr. De garde ou pas de garde? Non, pas de garde, mais on rate pas une occasion pareille. Ouais, c'est mieux de pas prendre de garde. Et demain, est-ce que tu te vois encore pompier quand tu auras un job ou quelque chose à côté? Alors là, pour l'instant, à court terme, là, avec nos études, le stage de 6 mois qui se profile, ça risque d'être compliqué. Après, à voir pour se délocaliser, parce que je suis à Salange, c'est pas parce que je pars dans une autre commune que je peux pas continuer dans cette ville, dans une autre ville. Après, je t'avoue que c'est compliqué déjà entre l'école, la vie personnelle. Si en plus il y a un stage qui se rajoute à côté, c'est pas évident. Et est-ce que c'est pas trop dur de mêler les études avec ce job de pompier volontaire?
Bah écoute, voilà, vu que la semaine je suis là à Chambéry, enfin au Bourget, et que ma caserne est à Salange, forcément toute la semaine je peux pas prendre de garde, donc ça entame quand même pas mal mes week-ends. Voilà, entre voir les parents, donc ma copine comme j'en ai parlé, c'est vrai que c'est pas évident d'allier tout ça et de faire plaisir à tout le monde, mais on essaie de faire de son mieux. Moi, j'aurais une question pour toi. Tout à l'heure, tu nous parlais de montagne. Justement, ta caserne, elle est plutôt proche du milieu alpin. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, d'aller intervenir plutôt dans des environnements un peu différents, que ce soit la montagne, par exemple dans le sud sur la côte, ou même à Paris, en pleine capitale? Alors Paris, c'est pas forcément quelque chose qui me botte parce que c'est pas que voir les grandes villes comme ça, déjà que dans des petites villes parfois tu vois de la misère, mais je pense que dans les grandes villes ça doit être encore pire, ça doit être démultiplié. Après par contre sur la côte, si je devais aller devenir pompier militaire, c'est sûr qu'entre Paris ou Marseille, je pense que j'hésiterais pas à aller à Marseille, même si je suis un très mauvais nageur. Mais oui, Marseille avec le côté plongée, le côté le littoral quoi, tout simplement, ça pourrait être pas mal. Après, c'est sûr que quand on intervient en montagne, des fois pour des feux de forêt, c'est sûr que l'environnement il change, c'est plus des immeubles, c'est autre chose, et c'est d'autres types et d'autres profils d'intervention, et c'est tout aussi intéressant, et on en fait forcément moins aussi, donc le jour où t'en fais une, t'es content quoi, t'apprends beaucoup de choses. Ouais, je vois. Et est-ce que c'est pas contradictoire? Tu nous parles que tu préférerais la plongée, mais toi tu nous as dit je préfère éteindre des incendies, mais j'aimerais bien aussi faire de la plongée. Donc tu mélanges un petit peu tes deux milieux, l'eau, le feu. J'ai pas vraiment dit que j'aimais la plongée. J'ai dit quitte à choisir entre Paris ou Marseille, les deux milieux militaires, j'irais largement à Marseille, même si je sais pas je suis pas bon nageur. Après, oui, contradictoire dans un sens, bien sûr. Après, c'est des milieux, c'est vrai, complètement différents, mais de toute façon, les milieux différents, t'apprends encore plus de choses. Voilà, ça élargit ton panel de ton champ de savoir et les possibilités d'intervenir. Donc ce panel est incroyable et c'est cool. Je pense à quelque chose. J'imagine, je sais pas, peut-être que ça t'a jamais traversé l'esprit, mais est-ce que, imaginons, défiler sur les Champs-Élysées avec les pompiers, tu me dis que tu n'aimes pas trop Paris, mais imaginons que tu es sur Paris. Qu'est-ce que ça te ferait? Est-ce que c'est quelque chose qui te rendrait fier ou alors tu es complètement indifférent par rapport à ça? Non, carrément. Déjà, rien que c'est déjà dans ma petite commune de 20 000 habitants, le 14 juillet, le 11 novembre, tout ça, c'est déjà... c'est de la fierté, tu portes l'uniforme, mais si en plus c'est à Paris, entouré de milliers de militaires, ce serait incroyable. Enfin, forcément, puis les Champs-Élysées, c'est un petit peu la plus belle avenue du monde quand même. Donc, énormément de fierté, je pense quand même. Ouais, beaucoup de stress aussi, forcément, mais énormément de fierté. Et Grégoire, merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci à vous tous, merci à l'équipe. Merci d'être passé malgré Grégoire. ton cours de droit qui s'annonçait cru. C'était difficile. Plutôt bien sorti. On fait comme on peut. Et c'est super, merci en tout cas Grégoire, et puis bonne Merci continuation pour la suite. Le programme ne s'arrête pas aujourd'hui sur Radio Grand Lac, c'est une journée très très chargée. Il y aura à 17h l'émission 1h, une commune, et ils accueilleront... ça sera la commune de la Motte-Servolex qui sera mise en avant ce soir et qui est en partenariat avec Radio Grand Lac. Et la suite, vous aurez tout de suite à midi, juste après nous, Maxime pour son traditionnel journal régional et local. Merci à vous, au revoir.